Bonjour à tous, donc ça y est, c'est la fin de notre session d'hiver Isopus. Voilà, on est très contents, on a eu plein de groupes sympas à notre maison Isopus au Mans pour échanger sur la fibromyalgie. Donc chaque groupe, il y a eu des discussions très intéressantes, des échanges vraiment très intéressants. Merci à tous ceux qui sont venus et puis merci à ceux qui ont suivi ça de loin. On est content aussi d'avoir pu faire des petits directs pour faire participer ceux qui sont loin. Donc j'avais promis que j'essaierais de répondre aux questions. J'ai pas eu l'occasion de le faire pour l'instant. Donc aujourd'hui, j'essaie de prendre le temps de répondre à toutes les questions qui ont été posées par le biais des divers réseaux. Je vais essayer d'éluder aucune question, mais je promets pas de répondre parfaitement à toutes. Il y a des questions qui sont très pointues. Et qui feront l'objet de présentations ultérieurement. C'est le cas par exemple du syndrome des lèvres dans l'os ou du cannabis. Voilà, je vais quand même essayer d'apporter un début de réponse. Voilà, donc j'essaie de les prendre dans l'ordre. Il y a une première question sur les compléments alimentaires. Quels sont les compléments alimentaires qui peuvent améliorer notre confort de vie? Donc ça, on a déjà parlé brièvement. Il faut absolument du magnésium et de la vitamine D, c'est vraiment les deux compléments, alors sous réserve de tolérer le magnésium. Mais magnésium, vitamine D, c'est important. Après, spiruline, curcuma, aloe vera, c'est des compléments qui peuvent apporter un plus en matière de boost, etc. L'aloe vera, il faut juste l'éviter si vous voulez être enceinte, ça c'est embêtant. Et puis après, mais après, ça dépend des gens, hein. Tout le monde ne répond pas de la même façon à ce type de complément, donc ça vaut le coup d'essayer si vous le souhaitez. Et puis après, parmi les compléments qui peuvent être intéressants chez les gens qui font des infections à répétition, vitamine C et zinc, c'est important, y compris pour se défendre contre le Covid, par exemple. Et puis, moi, j'ai l'habitude de prescrire des compléments polyvitaminés, notamment avec... J'aime bien la Supradine Intensia parce que dedans il y a un petit peu de tout, les vitamines, les minéraux, du coenzyme Q10, etc. Voilà, mais il y en a d'autres, voilà. Sinon, dans les compléments, il y a les probiotiques également. Il faut juste trouver celui qui vous convient et le rythme qui vous convient. C'est très intéressant, notamment chez les gens constipés. Mais pas uniquement, hein, parce qu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale dans la fibromyalgie. On a parlé aussi de tout ça lors d'une conférence sur les médicaments qu'on avait fait au printemps Isopus. Vous pouvez la réécouter sur la chaîne YouTube de l'association avec le docteur Gaillard. Et puis on en a parlé avant-hier avec la diététicienne assez brièvement. Mais pour tout ce qui est nutritionnel, il faut revoir la vidéo sur la nutrition. Alors il y a une personne qui évoque qu'elle a des bouffées de chaleur, de la transpiration nocturne, des tremblements toute la journée. Et le marqueur inflammatoire est très élevé au niveau sanguin. Donc là, je vous conseille quand même de retourner voir un médecin, notamment un médecin interniste si c'est possible. Sinon, au minimum, revoir votre médecin traitant parce que c'est pas normal d'avoir une inflammation sanguine. C'est normalement dans la fibromyalgie, il n'y a pas d'augmentation de la CRP, qui est le marqueur classique au niveau sanguin. Il y a des marqueurs inflammatoires des cytokines qui sont plus élevés dans la fibromyalgie, mais on ne les voit pas sur les prises de sang de routine. Donc là, il faut être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Par ailleurs, les bouffées de chaleur, ça peut refléter une ménopause, bien sûr, hein, mais là, il peut y avoir éventuellement une infection. Dans la fibromyalgie, comme dans le syndrome de fatigue chronique, il peut y avoir des troubles de la régulation thermique, donc avec trop froid, trop chaud, etc. Ça, c'est sûr. Mais bon, là, voilà, je vous conseille quand même, dans ce cas précis, de consulter ou reconsulter. Alors, il y a des questions très précises sur le syndrome des lèvres dans l'os. Donc la question c'était, peut-on avoir un syndrome des lèvres dans l'os et une fibromyalgie? Donc oui, bien sûr, et on a beaucoup de patients qui ont un syndrome des lèvres dans l'os, c'est-à-dire une maladie du collagène qui est génétique et qui provoque une hypermobilité articulaire. Et justement, c'est ces patients-là qui font des fibromyalgies assez sévères. Donc il y a une partie des douleurs qui sont associées à l'hypermobilité articulaire. Donc on peut aider avec certains médicaments, avec des vêtements compressifs, des semelles orthopédiques, etc. Et puis une partie des douleurs qui sont liées à une fibromyalgie surajoutée. Comme j'ai dit dans les présentations que j'ai faites, on a le droit d'avoir la vérole et un bar tabac, et donc il n'est pas rare de voir des patients qui ont une polyarthrite et une fibromyalgie, un syndrome de Gougerot et une fibromyalgie. On peut avoir plusieurs pathologies de la même façon qu'on peut avoir des tendinites ou de l'arthrose en même temps que la fibromyalgie.
Alors, est-ce qu'on peut cumuler les deux? Donc oui, comment faire avec des douleurs qui sont insupportables et nécessitent un traitement lourd? Donc là, on est toujours dans le cadre du SED. Donc là, c'est vrai que je comprends que ce ne soit pas facile. Il faut réussir à trouver un praticien qui connaisse un petit peu et qui vous aide. Et est-ce le fait de cumuler les deux qui fait que c'est impossible sans traitement? Je vous confirme que l'association des deux peut être assez sévère, mais qu'il y a des patients qui s'en sortent et qui remontent la pente. Il faut tout mettre, toutes les chances de votre côté, mettre tout en œuvre pour que la fibromyalgie aille mieux et tout en œuvre pour que le syndrome d'Ehlers-Danlos soit bien contrôlé. Mais je vous accorde que ce n'est pas facile. Ensuite, y a-t-il un lien établi entre troubles du spectre autistique et syndrome d'Ehlers-Danlos? Donc, il y a des données sur ce sujet qui ne sont pas énormes, mais il y a un lien, et notamment dans les services de grands autistes. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient souvent très hyperlaxes. Et donc, il y a probablement un lien, il y a de la littérature sur le sujet. Donc, je ne suis pas une spécialiste, mais oui, effectivement. Existe-t-il un profil neuropsychologique spécifique aux porteurs de ce syndrome? Donc, oui. Alors, oui, dans le syndrome d'Ehlers-Danlos et même dans la fibromyalgie, il y a un profil psychologique, neuropsychologique particulier, mais qui relève plus de l'hypersensibilité, de l'empathie. J'ai dit beaucoup au groupe que j'ai vu cette semaine que c'était des belles personnes et qui se faisaient bouffer par les autres, donc c'est un peu vrai. Et donc, il faut aussi penser à vous, c'est important, parce que vous donnez beaucoup, tous, que ce soit les syndromes d'Ehlers-Danlos, les fibromyalgies, mais vous ne prenez pas beaucoup pour vous, et puis vous êtes parfois, souvent même, entouré de personnes toxiques qui ne vous aident pas. Donc ça, c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent l'hypersensibilité est associée à un haut niveau intellectuel, et même si au cours de la fibromyalgie, beaucoup sont très gênés par les troubles de mémoire, de l'attention, le brouillard, etc., eh bien, on retrouve beaucoup de patients qui avaient au moins à l'école un bon niveau intellectuel. Et je vous invite à lire les livres sur les hauts potentiels intellectuels, comme les livres de Madame Siofachin ou de Christelle Petit-Colin, qui sont des livres vraiment intéressants. Donc c'est L'enfant surdoué, l'adulte surdoué, ou Je pense trop, parce que les fibromyalgiques, effectivement, ont tendance à penser trop et donc être hypersensibles à tout leur environnement. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une origine génétique de la fibromyalgie? Alors là, c'est intéressant. Évidemment, on n'a pas mis en évidence de gènes de la fibromyalgie, mais oui, il y a des familles, il y en a même, c'est assez fréquent. Et c'est pas uniquement, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas uniquement lié à des familles qui ont vécu les mêmes choses difficiles, puisque par exemple, vous pouvez prendre dans une même fratrie des enfants qui ont vécu parfois des choses un peu douloureuses et ils ne vont pas tous développer une fibromyalgie. Et puis des familles où il ne s'est rien passé d'extraordinaire et puis tout le monde, il y a plusieurs personnes atteintes, quoi. Donc, c'est pas... Donc, d'abord, il n'y a pas que les événements traumatisants qui sont en compte quand il y a plusieurs cas dans une même famille. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une notion d'hyperlaxité articulaire, parce qu'effectivement, dans ce cas, c'est plutôt le syndrome d'Ehlers-Danlos ou le trouble du spectre de l'hypermobilité qui est en cause, c'est-à-dire une anomalie du collagène qui fait que les articulations sont un peu plus instables et ça favorise la survenue de douleurs chroniques. Et puis parfois, il y a des fibromyalgies classiques et on ne sait pas encore pourquoi. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent dans le monde. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à la génétique de la fibromyalgie et à l'épigénétique de la fibromyalgie, c'est-à-dire ce qui se passe autour de l'ADN. Voilà, donc c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui cherchent et qu'à un moment, on va trouver des choses. Alors ensuite, comment lutter contre l'épuisement? Alors lutter contre l'épuisement, c'est pas une mince affaire, ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles dans la fibromyalgie. La fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique sont deux maladies très proches et souvent les patients fibromyalgiques répondent aussi aux critères de fatigue chronique. Donc en fait, c'est les deux maladies, sauf que dans l'une, c'est surtout l'épuisement, l'intolérance à l'effort et les malaises d'effort qui prédominent, et dans l'autre, c'est plutôt les douleurs, mais vous avez aussi les troubles du sommeil, vous avez aussi les troubles digestifs, enfin voilà, c'est des maladies assez similaires quand même. Et alors le syndrome de fatigue chronique, qu'on appelle aussi encéphalomyélite myalgique, est très sous-diagnostiqué, encore plus que la fibromyalgie, encore plus méconnu. Donc voilà, il faut savoir que dans ces deux maladies, il y a un défaut de production d'ATP, j'ai dû le dire, je crois, dans mon petit topo de cette semaine,
un défaut de production d'énergie au niveau de la cellule, et donc on l'a identifié dans les 2 maladies, donc ce qui les rapproche quand même beaucoup, même au plan de la physiopathologie. Donc lutter contre l'épuisement, c'est pas facile. Il faut absolument adapter son rythme, c'est-à-dire il faut bouger, mais il faut aussi se reposer. Donc il y a des patients qui ont tendance à en faire trop. Il faut prendre des temps de repos, il faut organiser ses journées pour à la fois bouger, parce que l'activité physique a comment dire, démontré son intérêt dans la fibromyalgie, mais ça ne suffit pas, il faut aussi se reposer. Au niveau nutritionnel, évidemment, c'est très très important d'améliorer son alimentation et qu'il n'y ait pas de production de gaz au niveau digestif. Donc c'est sans gluten, c'est sans lactose. Il y a aussi beaucoup de patients qui disent que quand ils prennent trop de sucre, ils sont très fatigués. Donc c'est logique, puisqu'avec la pullulation intestinale qui est associée à la fibromyalgie, dès que vous prenez du sucre, en fait, vos bactéries utilisent ce sucre et produisent des gaz. Et donc je rappelle que mon hypothèse principale dans la fibromyalgie, c'est que ces fameux gaz soufrés, ce sulfure d'hydrogène qui sent mauvais, qui est produit dans notre intestin, va ralentir la production d'ATP au niveau des cellules. Et donc si on ne fabrique pas assez d'ATP, d'énergie, de molécules énergétiques, eh bien, on est crevé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'épuisement, en sachant que c'est l'épuisement et puis les troubles de mémoire, de concentration, c'est les 2 choses qui sont les plus difficiles à améliorer, qui prennent le plus de temps. Alors, question sur le CBD. Donc, le CBD est-il efficace? Sous quelle forme? Et quand le cannabis thérapeutique sera-t-il mis en place pour les patients fibromyalgiques? Donc, le CBD, pour ceux qui n'ont pas encore fait de recherche dessus, c'est la partie autorisée du cannabis. Et donc, on peut en acheter si on veut, c'est pas interdit. Donc après, il y a plusieurs formes pour le prendre. La forme qui me semble, moi, la plus simple pour ceux qui veulent essayer, parce que c'est cher et c'est pas remboursé, c'est pas sur ordonnance, c'est la forme en gouttes. Alors, elles sont plus ou moins concentrées. Et la forme en gouttes, l'avantage, c'est qu'on peut prendre 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, augmenter progressivement, essayer de trouver la plus petite dose efficace. Voilà. Alors, souvent, les gens l'essayent le soir. Ça peut donner un petit plus pour le sommeil, pour l'apaisement, etc. Et puis, il y a des gens chez qui ça marche et d'autres pas, donc il faut essayer. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il sera mis en place pour les patients fibromyalgiques? Donc ça, c'est une grande question. Il y a très peu d'études publiées dans la fibromyalgie, ce qui fait que l'expérimentation qui est en cours sur le cannabis thérapeutique dans un certain nombre de centres n'inclut pas les patients fibromyalgiques. Donc ça inclut les scléroses en plaques, les soins palliatifs, les douleurs neuropathiques. Donc il y a une question que quelqu'un a posée sur le fait qu'un centre de la douleur lui avait dit, alors ça fait plusieurs années qu'on lui dit qu'il a des douleurs neuropathiques dans le cadre de la fibromyalgie, et donc pour justifier qu'on ne lui proposait pas cette expérimentation sur le cannabis thérapeutique, il lui a dit que les douleurs dans la fibromyalgie n'étaient pas neuropathiques. Donc bien sûr c'est faux, c'est de la mauvaise foi. Les douleurs dans la fibromyalgie, vous regarderez le petit topo que j'ai fait, mais il y a plusieurs causes de douleurs dans la fibromyalgie, dont des douleurs neuropathiques. Ça fait partie des douleurs de la fibromyalgie. Voilà. Après, quand est-ce que ce sera mis en place pour les patients fibromyalgiques? Eh bien, pour tout vous dire, je ne suis pas très optimiste, je ne pense pas que ce sera très proche. Il y a des pays où c'est très avancé, l'Israël par exemple, mais en France, c'est très compliqué, le cannabis thérapeutique. Il y a beaucoup de réticence des médecins, des pouvoirs publics, surtout dans la fibromyalgie, puisqu'il y a un regard très négatif sur la fibromyalgie en France. Donc, je ne suis pas très optimiste pour ça. Mais il y a d'autres pistes qui arrivent, notamment l'oxygène, on aura l'occasion d'en reparler. Heureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde qui font avancer les choses. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, j'espère faire au moment du printemps Isopus, j'espère faire une petite vidéo sur le cannabis. J'ai une collègue qui a fait un mémoire sur le sujet et qui a fait, vous aviez peut-être répondu à un questionnaire qu'on avait diffusé. Donc il y aura un retour là-dessus, je vous le promets. Voilà. Après, il y a des questions sur les vaccins contre le Covid. Donc après mes 2 vaccins, j'ai des palpitations et de la fatigue chronique et c'est normal. Donc oui, alors les vaccins contre le Covid contiennent pas de métaux lourds, ils sont globalement bien tolérés. Il peut y avoir quand même des symptômes après. Donc une grosse grippe, une grosse fatigue, voilà des symptômes, mais
l'expérience qu'on a là, notamment avec le Pfizer, c'est que les gens récupèrent. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller au vaccin plutôt en forme, c'est-à-dire pas y aller un jour où vous êtes très stressé, très fatigué. Voilà, essayez peut-être de le décaler s'il se trouve qu'à ce moment-là, vous êtes fatigué ou stressé. Voilà, pour y aller dans de bonnes conditions. Et globalement, les retours qu'on a des patients douloureux chroniques, c'est sur le Pfizer, hein, je parle, sont plutôt bien. On n'a pas eu c'est très rare d'avoir des choses embêtantes. Donc voilà. Après, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires après un vaccin. Hein. C'est quand même le but recherché, c'est que ça stimule le système immunitaire. Après, comment gérer les douleurs quand on est enceinte? Ça, c'est difficile. Hein. Quand on est enceinte, on fait un peu comme on peut. Il n'y a pas de recommandation absolue quand on est enceinte. Il faut prendre soin de soi. On peut prendre des polyvitamines aussi quand on est enceinte. Il y en a qui sont adaptés à la femme enceinte, parce qu'il faut éviter la vitamine A quand on est enceinte. Donc, par exemple, il y a Gestarel, mais il n'y a pas que celle-là. Hein. Il y a des compléments alimentaires spécifiques pour les femmes enceintes. Et puis souvent, plutôt, les patientes vont plutôt un peu mieux pendant la grossesse habituellement, hein, alors à moins d'avoir une grossesse compliquée. Et puis par contre, c'est après, il faut vraiment, vraiment prendre soin de soi après, prendre des temps de repos et se donner vraiment les moyens de bien s'occuper de son bébé, parce qu'après, le risque, c'est le baby blues, la grosse fatigue, etc. Donc prenez bien, bien soin de vous si vous êtes enceinte. La fibromyalgie augmente-t-elle avec l'âge? C'est difficile à dire. Il y a des gens qui disent que ça diminue avec l'âge. Moi, je ne trouve pas. Hein. Il y a des gens de tous les âges. Donc, et puis surtout il y a des dames jeunes qui font des fibromyalgies, qui vieillissent. Et puis on voit des gens qui ça fait 30 ans qu'ils ont une fibromyalgie. Donc non, ça n'augmente pas avec l'âge. Il y a de la fibromyalgie à tous les âges. Il y en a même chez les enfants. Alors, problème de la péricardite et du vaccin Covid. Oui, parce que alors, vous savez qu'il y a très peu de contre-indications au vaccin Covid. Ils ont restreint de façon très très stricte les contre-indications à ce vaccin. Mais il y en a une qui est la péricardite. Et donc, on peut avoir une contre-indication officielle au vaccin si on a fait 2 épisodes de péricardite. Le problème, c'est que ça ne marche pas forcément. Parce que moi, j'ai une patiente à qui c'est arrivé. Et puis, ça n'a pas marché. Donc... en fait, ça marche pas. Voilà. C'est comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, y a-t-il un lien avec bursite et tendinite? Oui, alors tout ce qui est inflammation, tendinite, poussée d'arthrose, les patients font beaucoup ça. Hein. Mais alors, quel est le lien? C'est pas évident. Bon, j'ai un petit peu ma petite idée, mais c'est quand même très fréquent. Et c'est pas pour rien qu'il y a des études qui ont montré que même si les prises de sang étaient normales au niveau du bilan inflammatoire, la CRP notamment, parce que ce n'est pas une maladie inflammatoire officiellement, il y a quand même des données qui montrent que les cytokines inflammatoires qu'on dose pas en routine sont augmentées, donc il y a probablement une part inflammatoire dans la fibromyalgie, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a des gens qui se sentent mieux quand ils prennent un peu d'anti-inflammatoire, ou même parfois un peu de corticoïdes. Même si ce n'est pas recommandé au long cours, bien sûr. Donc oui, il y a un lien. Y a-t-il un lien avec le côlon irritable? Donc ça, il faut regarder les topos qu'on a fait sur la nutrition et le topo que j'ai fait sur la fibromyalgie là récemment. Et oui, bien sûr, les patients ont un côlon irritable pour une grande majorité d'entre eux, avec soit diarrhée, soit constipation, soit un coup l'un, un coup l'autre. Les ballonnements, c'est un signe très très fréquent. Et puis les douleurs abdominales bien sûr. Et il y a donc une étude qui a été faite en 2004 qui montre que les patients ont une pullulation intestinale, donc ça s'appelle un SIBO en anglais. C'est une pullulation intestinale, c'est-à-dire qu'il y a trop de bactéries dans l'intestin. Et c'est pour ça que je propose une prise en charge nutritionnelle. Que doit-on penser de la RTMS? La RTMS, c'est une technique de stimulation magnétique transcrânienne. Donc on stimule une zone du cerveau avec une petite stimulation magnétique répétitive dans une zone bien précise. Il faut faire une IRM avant. Et en fait, c'est une technique très intéressante dans la fibromyalgie. Il y a eu récemment une réunion avec la Société française d'études et de traitement de la douleur à Paris pour discuter de ce traitement. Et en fait, tous les médecins de la douleur
s'accordent pour dire que c'est vraiment un traitement qui peut être intéressant dans la fibromyalgie. Et là, il faut suivre ça de près parce que l'idée, c'est que ce soit officiellement reconnu comme un traitement de la fibromyalgie. Il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont reconnus dans la fibromyalgie. Donc je disais que les médicaments n'étaient pas la panacée dans la fibromyalgie. Ça peut aider un petit peu, mais il n'y a aucun médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché dans la fibromyalgie. En France, en tout cas. Alors, autre question. Donc, on me reparle des bilans sanguins inflammatoires alors que tous les bilans sont normaux. Donc là, qui consulter? Le mieux, c'est un interniste si vraiment vous avez épuisé les solutions. Après, la médecine interne, voilà, faut juste se faire orienter par son médecin traitant pour en trouver un, mais c'est peut-être le mieux, je dirais. Que pensez-vous de la naturopathie? Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec la naturopathie. Si vous trouvez un naturopathe qui peut vous aider, au contraire. Y a-t-il un lien entre l'endométriose et la fibromyalgie? Donc, il y a probablement, enfin, il y a beaucoup de patients fibromyalgiques, de patientes qui ont des problèmes d'endométriose, effectivement. Le lien n'est pas très clair, il y a quelques données, mais c'est encore pas bien clair. Alors, effectivement, si vous avez des douleurs pelviennes importantes, et particulièrement si elles sont rythmées par le cycle, c'est parfois très très intense, il vaut mieux consulter un gynécologue spécialisé dans la fibromyalgie, dans l'endométriose. Voilà. Que pensez-vous des récentes recherches sur l'origine auto-immune de la fibromyalgie? De nouvelles pistes de traitement, point d'interrogation. Donc effectivement, c'est toujours pareil, il y a souvent des effets d'annonce sur l'atteinte vasculaire dans la fibromyalgie, l'atteinte neurologique dans la fibromyalgie, l'atteinte immunologique dans la fibromyalgie. Et donc c'est vrai que ça peut être un peu déroutant de voir qu'il y a plein de pistes dans la fibromyalgie, mais ça prouve une chose, c'est qu'il y a des gens qui cherchent dans le monde et que les choses avancent. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'il y a un congrès international intégralement consacré à la fibromyalgie, avec vraiment des présentations très intéressantes et des gens qui se donnent du mal pour essayer de faire avancer les choses et de reconstituer ce puzzle. Donc voilà encore une pièce du puzzle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris du sang de patients fibromyalgiques, ils ont extrait le plasma et ils ont injecté ce plasma à des souris saines, et ces souris se sont mis à être plus fatiguées, plus sensibles aux stimulations mécaniques, au froid, etc., à développer des symptômes qu'elles n'avaient pas avant. Et quand on injecte uniquement les immunoglobulines, le plasma avec les immunoglobulines, ça donne ce résultat-là. Si on extrait les immunoglobulines qu'on appelle les IgG, l'effet ne se produit pas. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est probablement lié aux IgG. Et d'ailleurs, s'ils font la même chose avec du plasma de personnes saines qui n'ont pas de fibromyalgie, ça ne se produit pas non plus. Donc, c'est une étude très intéressante. On ne sait pas comment la placer dans le puzzle, mais c'est une étude très intéressante. D'ailleurs, on savait déjà qu'il y avait des choses un peu auto-immunes dans la fibromyalgie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a une association. Il y a beaucoup de patients qui ont une fibromyalgie et une maladie auto-immune associée. Que pensez-vous du Botox? Peut-il agir sur la thyroïde? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du Botox. J'imagine que la question concerne le Botox utilisé dans la vessie neurologique, la vessie instable. Je n'ai pas beaucoup de recul sur ça. Il faudrait... alors, est-ce que ça peut agir sur la thyroïde? Je ne sais pas du tout. Donc, pour avoir des informations sur le Botox utilisé en urologie, vous pouvez aller sur le site de l'Association française d'urologie. Il y a quelques infos. Mais donc là, je ne peux pas trop répondre. Je peux vous dire que les troubles urinaires, effectivement, ne sont pas rares dans la fibromyalgie. Mais c'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Quel est à ce jour le traitement le plus efficace sur la douleur chronique et va-t-il y en avoir de nouveau en ce qui concerne la fibromyalgie? Donc ça, je l'ai mise en dernier parce que finalement, ça donne un peu une perspective sur ce qui va se passer dans la fibromyalgie. Le traitement le plus efficace, donc on ne peut pas dire qu'il y ait un traitement identifié dans la fibromyalgie, c'est plus une prise en charge globale. Donc moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut vraiment travailler sur les 3 piliers, c'est-à-dire l'alimentation. Donc ça, on va regarder toutes les autres vidéos pour voir un petit peu ce que je propose. Et ça, c'est très très important.
Le rythme activité-repos, donc ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire il faut à la fois se reposer et à la fois bouger. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est stress, anxiété, dépression. Donc là, il faut travailler sur ça. Si vous avez vécu dans votre vie des choses difficiles, il faut travailler dessus. Si vous êtes entouré de gens négatifs, toxiques, pervers, bah, voilà, je vous conseille d'essayer de trouver des solutions pour éloigner. C'est pas toujours facile, hein, ces personnes toxiques, et vous entourer de gens positifs qui vous tirent vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est un vœu pieux hein, parfois. Voilà. Et donc, vous voyez, dans ces 3 piliers, je ne mets pas les médicaments, parce qu'effectivement, les médicaments, c'est pas la panacée, mais ils peuvent quand même vous aider en cas de grosse crise, en cas d'angoisse, en cas de trouble du sommeil, voilà. Voilà, donc je crois que j'ai fini, j'espère avoir fait le tour de tout. J'ai pas répondu précisément à tout, hein, c'est pas possible là comme ça, mais vous voyez, vous pouvez aller sur le site isopus.fr et puis éventuellement dans le lien vidéo. Et donc vous verrez qu'on a déjà quand même abordé des sujets et on en abordera d'autres. Donc voilà, si vous nous suivez, vous verrez ça. Et on ira plus loin sur des sujets importants comme le CED ou le cannabis par exemple. Voilà, et donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne continuation. Au revoir.